Alors bonjour, aujourd'hui on va examiner une technique qui nous permet de passer de la forme générale de la fonction quadratique à la forme canonique. Et cette technique-là, c'est la technique de la complétion de carré. On va l'examiner d'une manière très géométrique en décomposant les trinômes que nous avons comme des sommes de surface qui va nous permettre d'aboutir à la forme canonique qu'on connaît, qui est celle avec h et k et qui fait intervenir un carré parfait. Alors, je vais commencer par représenter mon premier terme dans ma fonction f, là, mon premier terme qui est le terme x carré. Qu'est-ce que c'est que x carré d'un point de vue géométrique? Ben, c'est une surface carrée d'air x2. Alors, je vais dessiner un carré d'air x2. Donc, on sait que chacun de ces côtés va mesurer x unités d'arête. Alors, x pour chacune des mesures de côté. À ma surface x carré, je dois ajouter une autre surface qui mesure 6x. 6x, c'est une surface qui n'est pas une surface carrée. C'est une surface rectangulaire qui mesure x par 6. Sauf que l'ennui, c'est que moi, j'ai en tête que je veux obtenir un carré parfait, là, x moins h au carré. Alors, ça ne fait pas mon affaire, d'ajouter une surface rectangulaire qui mesure 6 par x. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trafiquer un peu le truc, je vais le couper en deux. Je vais ajouter deux surfaces rectangulaires qui mesurent 3 par x. Une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Alors, je vais ajouter une première bande rectangulaire qui mesure 3 par x, comme ça, et une, dans ce sens-là, qui mesure aussi 3 par x. Alors, 3 et 3. Donc, j'ai deux bandes d'air 3x pour une somme de 6x. Et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que je garde l'apparence carrée de mon carré initial. Mon carré a été augmenté dans chacune de ses dimensions. Alors, globalement, on conserve une apparence carrée. Et déjà, on se rapproche de notre objectif. Alors, si je reprends algébriquement ce qu'on a dessiné, on a x carré, auquel on a ajouté deux surfaces de 3x, mais on n'a pas tout à fait un carré parce qu'il nous manque le petit coin qui est ici, qui mesure 3 par 3. Alors, je vais l'ajouter en sachant que c'est de la triche. Mais ça fait mon affaire de l'avoir parce que là, j'ai vraiment complété le carré. D'où le nom complétion de carré. Alors, je vais l'ajouter en sachant que je triche un peu. Mais pour ne pas déséquilibrer mon polynôme initial, je vais immédiatement la soustraire. Et n'oubliez pas, dans mon polynôme initial, il y avait une constante qui valait 7, alors je la retranscris pour garder une expression algébrique équivalente à ce que j'avais au départ. Pourquoi avoir tout fait ça? C'est que maintenant, remarquez, x2 plus 6x plus 9, c'est ce qu'on appelle un trinôme carré parfait. Et effectivement, mon dessin l'illustre très bien. C'est un grand carré maintenant dont chacune des arêtes mesure x plus 3 par x plus 3. Alors, j'ai maintenant un grand carré qui a x plus 3 unités d'arête. Donc, sa surface, son aire totale, c'est le carré de x plus 3. Et les deux constantes, moins 9 et plus 7, elles n'ont pas de signification géométrique, c'est purement arithmétique, la somme vaut moins 2. Et finalement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une écriture canonique pour ma fonction f. Alors, je peux écrire ma règle, et c'est exactement la forme canonique que je voulais obtenir, avec un paramètre a qui vaut 1, un paramètre h qui vaut moins 3, et une constante k qui vaut moins 2. On va faire le même travail avec la fonction g, mais on voit que la fonction g présente une petite particularité que la fonction f n'avait pas, c'est-à-dire que la fonction f, il s'agissait d'une somme de surface. La fonction g,
on part aussi d'une surface carrée, mais à laquelle on enlève une surface rectangulaire de 10x. Bon, ce ne sera pas beaucoup plus difficile à comprendre, mais ça va être un petit peu plus difficile à dessiner, parce que je ne voudrais pas effacer ma surface initiale. Alors, je vais commencer de la même manière que ma fonction f. Alors, je vais dessiner une surface carrée d'aire x2. Donc, d'aire x2. Chacun des côtés de mon carré a une longueur de x, comme tantôt. Là, on doit soustraire 10x. Alors, au lieu d'ajouter des bandes rectangulaires de chaque côté pour l'agrandir, c'est comme s'il fallait finalement que je prenne une paire de ciseaux puis que je coupe dans mon carré. Bon, là, on comprend ici que c'est impossible, évidemment. Mais je vais quand même m'y prendre de la même manière que tantôt. C'est-à-dire que je veux que mon carré soit modifié de manière à ce que je conserve une apparence carrée en bout de ligne, toujours dans le but d'avoir un carré parfait dans ma forme canonique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper 10x en deux parties distinctes, c'est-à-dire je vais découper une première bande de 5x dans ce sens-là et une deuxième bande de 5x dans l'autre sens pour préserver une apparence carrée. Alors, je vais prendre 5 unités dans ce sens-là. Ma longueur mesure x. Alors, si je découpe une bande qui mesure 5 par x, je vais avoir découpé une première surface de 5x. Parfait. Alors, ma coupe ici, elle a été effectuée. Je vais y aller dans l'autre sens. Je vais couper aussi dans le sens horizontal une autre coupe qui mesure 5 par x. Mais là, on comprend tout de suite que j'arrive ici et là, je bloque. Parce que la partie de droite qui est ici n'existe plus, elle a déjà été coupée. Il faudrait théoriquement que je puisse enlever le petit coin qui est ici. Mais regardons comment est-ce qu'on va s'y prendre. D'un point de vue algébrique, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un carré d'aire x2, donc mon carré initial, que j'ai diminué une première fois de 5x unités carrées, donc ma première coupe. Ça représente ma première coupe verticale. Ensuite de ça, j'ai tenté une autre coupe verticale dans le sens horizontal de 5x. Mais là, je suis bloqué. Pour être capable de couper complètement une bande horizontale de 5x, ça me prendrait le petit coin qui est ici que j'ai déjà enlevé. Alors, comme tantôt, je vais tricher, je vais l'ajouter. On sait qu'elle mesure 25. Alors, je vais temporairement l'ajouter pour être capable de tout couper la deuxième bande que je voulais couper. Mais j'ai triché, alors je vais l'enlever immédiatement pour ne pas déséquilibrer mon trinôme initial. Et le plus 2, comme tout à l'heure, je le retranscris. Il a une utilité purement arithmétique et c'est ce qui va tantôt m'engendrer ma constante K. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un trinôme carré parfait. Oups. Trinôme carré parfait. Et c'est le trinôme carré parfait de quelle expression? Je partais d'un grand carré qui mesurait x unités d'arête et que j'ai raccourci de 5 unités dans chacune de ces dimensions. Alors, mon nouveau dessin est un carré qui est celui-ci, en fait, qui mesure x moins 5 par x moins 5. Alors, c'est le trinôme carré de x moins 5 au carré. Et finalement, mes deux constantes, moins 25 plus 2, la somme vaut moins 23. Et c'est encore une écriture canonique qui est tout à fait conforme au modèle qu'on connaît. Le paramètre A vaut 1, le H vaut 5, le K vaut moins 23. Évidemment, on écrit une règle, donc ça me prend la notation fonctionnelle et le symbole d'égalité. Et j'ai la règle, la forme canonique, pardon, pour ma fonction G, exactement comme dans la fonction F. Alors,
Quand on a une somme dans la fonction f, c'est très facile parce qu'on agrandit le carré. Alors, d'un point de vue visuel, c'est peut-être un petit peu plus facile à voir. Dans la fonction g, la particularité, c'est qu'on soustrayait. On soustrayait, alors j'ai dû réduire mon carré initial en imaginant des découpes, en fait, qui seraient faites au ciseau dans une feuille de papier, ce qui fait réduire mon carré initial. En termes de dimension, il réduit. Alors, c'est pour ça qu'on soustrait des surfaces et que dans mon binôme, j'ai le symbole de soustraction qui apparaît. Alors, ça, c'est pas surprenant. Alors, pour la dernière fonction, la fonction h, on voit que on a un trinôme qui présente la particularité d'avoir un coefficient devant le terme x2, ce qui n'était pas le cas dans les fonctions f et g. Et en plus de ça, c'est un coefficient de signe négatif. Alors, déjà, en termes de représentation géométrique, c'est pas très convivial. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait commencer par mettre le coefficient de x2 en évidence. Et à ce moment-là, on pourra vraiment reprendre le dessin à partir du même carré initial d'Rx2 qu'on avait avec les fonctions f et g. Alors, avant de dessiner quoi que ce soit, je vais réaménager l'écriture de ma fonction. Je vais dire que c'est moins 3 qui est facteur de x carré plus 8x moins 7. Maintenant, je suis prêt à faire la même analyse géométrique que j'ai fait dans mes fonctions f et g. Le moins 3 ne me dérangera absolument pas. Je vais travailler à l'intérieur de mon trinôme qui est ici, exactement comme je le faisais pour les fonctions f et g. Et à la fin, on gérera le moins 3 lorsqu'on aura factorisé, là, on aura un carré parfait et qu'on aura une constante. On sera capable de distribuer le moins 3. Alors, il ne faut vraiment pas être gêné par la présence d'un coefficient. Donc, encore une fois, je représente géométriquement mon terme du deuxième degré par un carré d'Rx2. Donc, x carré, c'est la représentation graphique de mon premier terme ici. C'est un carré dont chacune des arêtes mesure x unités. On ajoute une surface de 8x. Encore une fois, je vais l'ajouter en deux parties égales, c'est-à-dire que je vais augmenter chacune des dimensions de mon carré de 4 unités pour ajouter deux surfaces de 4x. Donc, 4x d'air ici et 4x d'air dans ce sens-là. J'ai donc finalement, encore une fois, moins 3 qui multiplie x carré plus 4x plus 4x. Mais je n'ai pas un carré parfait tant et aussi longtemps que je n'ai pas le petit coin qui est ici. Ce petit coin-là, il mesure 4 par 4, donc il mesure 16 unités carrées. Et ça ferait mon affaire de l'avoir là, parce que ça me donnerait un carré parfait. Alors, je vais l'ajouter, même s'il n'existait pas dans mon trinôme initial. Je le soustrais parce que c'était un peu de la triche. Et je retranscris le moins 7, tout simplement. Et je ferme ma parenthèse parce que tout ça, c'était multiplié par moins 3. Et encore une fois, là, on a ici un trinôme carré parfait. Oups. Carré ne commence pas par P, mais par C. Alors, c'est un trinôme carré parfait. Et là, on a maintenant une grande surface carrée dont chacun des côtés mesure x plus 4 unités de longueur. Alors, tout ça, c'est moins 3 qui multiplie ma surface carrée de x plus 4 unités au carré, parce qu'on est en train de dessiner une surface carrée, donc x plus 4 carré, moins 16, moins 7, moins 23. Bon, si vous vous demandez
je ne sais pas comment factoriser x2 plus 4x plus 4x plus 16. C'est un trinôme carré parfait, mais j'ai de la difficulté à construire le binôme au carré qui va dans ma parenthèse, là, le fameux x moins h au carré. Bon, ben regardez qu'est-ce qu'on a. Dans le fond, x carré, si je prends sa racine, c'est x. 16, si je prends sa racine, c'est 4. Et entre les deux, j'ai un terme du premier degré où le coefficient est positif. Alors j'ai un plus ici. Et je pense que c'est très évident de faire le parallèle avec le dessin qui est ici en haut. Le 16, on l'obtient très facilement en faisant le terme du premier degré, en fait son coefficient plutôt, qu'on divise par 2, d'où le 4 et le 4, et qu'on met au carré, qui donne 16, et on pense toujours à soustraire 16 immédiatement après, pour ne pas déséquilibrer le polynôme initial. Alors c'est toujours la même stratégie. Et finalement, là, on peut distribuer le moins 3, et si j'écris la réponse finale ici, alors ma fonction h, sa règle canonique, moins 3 va donc être distribué sur les deux termes de ma parenthèse. Alors, moins 3 fois le carré de x plus 4 et moins 3 fois moins 23, ça fait 69. Alors, j'ai une écriture canonique pour ma fonction h. Le paramètre a vaut moins 3, le paramètre h vaut moins 4, le paramètre k vaut 69, et c'est exactement ce que je désirais. Alors, il faut devenir habile à faire ça sans avoir recours au dessin. La méthode, comme je l'expliquais, c'est très simple. C'est de créer un carré parfait en prenant le coefficient du terme du premier degré de votre polynôme initial, une fois que le a a été factorisé. Tu prends le coefficient, donc tu le divises par 2, ça donne 4. Tu portes au carré, ça fait 16, donc tu ajoutes 16 et tu soustrais 16 parce que c'est le petit coin qu'on a ajouté en trichant. Puis on sait que c'est toujours la même chose. Repensez à l'exemple de la fonction g puis de la fonction f. C'est exactement ce qu'on a fait.